Bonjour à tous, donc cette vidéo pour terminer ou presque, on verra en fonction de la longueur de la vidéo, je ferai peut-être en deux fois. Donc ce chapitre 3a sur tout ce qui était les généralités sur les fonctions, etc. Et là on en était plus exactement aux fonctions usuelles, et en tout cas celles qui vont devenir usuelles. Et justement on était notamment sur ces fonctions circulaires réciproques qui vont prendre une certaine importance au travers de nombre de chapitres. Voilà, donc on avait déjà découvert ce qu'était arcsinus, on venait de découvrir ce qu'est arccosinus, mais on n'avait pas beaucoup approfondi. Donc, enfin, on n'était pas allé à la fin de la partie, donc effectivement, on n'avait pas assez approfondi. Donc, j'en reprends, je reprends à cet endroit-là, je reprends ces derniers points. Donc tout ce qui était, enfin la propriété, etc., on avait expliqué. Donc justement, on avait expliqué que arcosinus x va être défini sur -1 et va renvoyer un nombre entre 0 et pi, 0 et pi pouvant être une image, donc étant compris dans l'intervalle d'arrivée. Et donc justement, cette définition faisait suite au fait que la fonction cosinus induit une bijection, on l'a vu tout simplement grâce au théorème de la bijection, induit une bijection de l'intervalle 0pi dans -1, 1. Je rappelle que 0pi, on a pris 0pi conventionnellement parce que ça paraît le plus simple parmi les candidats, mais j'aurais pu prendre pi de pi, j'aurais pu prendre 2pi, 3pi, etc. C'est celui-là qui a été retenu et qui est donc l'intervalle officiel pour arcosinus, donc l'intervalle qu'on choisit comme intervalle d'arrivée, mais ce n'était pas le seul possible à l'origine. Voilà. Donc en tout cas, la bijection, on l'observe bien de 0pi dans -1, 1 et vice-versa. Et donc notre arcos est défini sur -1, 1 à valeur d'arrivée dans 0pi. À valeur dans 0pi. Ce qui revient à dire, ce que j'ai écrit là en dessous, que je crois pas qu'on l'avait noté dans le cours, donc c'est la même chose, mais c'est une façon de l'écrire qui est intéressante, notamment pour après, quand on en aura besoin, quand on essaiera de mobiliser tout ce qu'on a appris là, pour résoudre des équations qui font intervenir des fonctions circulaires réciproques, par exemple. Ou même démontrer des égalités, voilà, voire même des inégalités d'ailleurs. Pour l'instant, des égalités. Donc, ça revient à dire que du moment où j'ai x entre -1 et 1 compris, θ entre 0 et pi compris, donc il faut bien vérifier ces deux conditions. Dans ce cas-là, je peux faire jouer la bijectivité, c'est-à-dire que cos θ égale x, je peux transformer l'écriture en θ égale arc cos x. Parce qu'en me plaçant sur ces intervalles, j'ai la garantie de l'existence et de l'unicité. Voilà, donc c'est bien une équivalence. Je ne perds pas l'équivalence si je sais que je suis bien dans ces intervalles. Donc c'est important de le savoir, et c'était exactement pareil pour arcsinus, bien sûr. Du moment où on est sur les bons intervalles, l'équivalence fonctionne, c'est-à-dire qu'on a une bijection parfaite. Et donc je peux voir x comme image de θ par cosinus, comme je peux voir θ comme antécédent de x par arc cosinus. Voilà, bon. Et donc justement, on était en train de remplir les exemples, me semble-t-il. Donc je vais reprendre les exemples au départ. Alors voilà, on avait remarqué que du coup, ça revient à se placer sur l'arc de cercle, enfin le demi-cercle même supérieur, entre 0 et pi. Et donc, quand je cherche arc cos de 1, je cherche quel angle a son cosinus qui vaut 1 dans cet intervalle. Et il n'y a que 0 qui fonctionne, donc réponse 0. L'angle 0. Ensuite, quel angle a pour cosinus -1 dans cet intervalle? Il n'y a que pi. Quel angle a pour cosinus 0 dans cet intervalle? Il n'y a que pi sur 2. Quel angle a pour cosinus 1 demi? Là en plus je vous les ai rappelés, donc on les a sous les yeux. Dans cet intervalle-là, il n'y a que pi sur 3. Sinon, il aurait pu y avoir moins pi sur 3, par exemple. Là, on voit bien que... Bon. Mais pour garantir l'unicité, on a choisi l'intervalle 0pi. Donc, il n'y a que pi sur 3 qui peut être la réponse. Quel angle a pour cosinus racine de 2 sur 2? Eh bien, pi sur 4. Quel angle a pour cosinus racine de 3 sur 2? Pi sur 6. Moins 1 demi, maintenant, alors je ne l'ai pas tracé celui-là, mais enfin, c'est le symétrique de pi sur 3, donc 2 pi sur 3. Et quel angle a pour cosinus 2? Bon, si on a compris comment on définit l'arc cosinus, on voit vite que ce n'est pas défini. Autrement dit, arc cos n'est pas défini sur 2, effectivement, puisqu'on l'a défini entre -1 et 1. C'est cohérent, tout ça. Donc évidemment, c'est un petit piège pour qu'on réfléchisse là-dessus. Bon.
Je pense que là-dessus, j'en ai pas plus à dire. Arrive donc la représentation graphique. On l'avait faite pour le sinus. Et justement, l'arc sinus, je veux dire, on avait utilisé la courbe de sinus dont on a réalisé le symétrique par rapport à la première bisectrice y égale x pour obtenir arc sinus. Et donc là, même principe. Alors j'ai déjà tracé la portion de cosinus qui correspond à notre intervalle. Donc ce que j'ai tracé là, c'est le morceau de cosinus entre 0 et pi. On reconnaît un morceau d'hyperbole, pardon, pas du tout d'hyperbole, de sinusoïde. De sinusoïde qui a été un petit peu écrasé, c'est-à-dire qu'on a une échelle qui est moins favorable au tracé de cosinus, mais parce que l'échelle va correspondre aussi à arc cosinus. Donc on a un petit peu plus écrasé. Mais on reconnaît quand même, hein, on voit bien que si on continue de façon en utilisant la symétrie donc par rapport à la parité de cosinus et ensuite la périodicité, on retrouvera bien la sinusoïde. Donc là, j'ai tracé cosinus. Alors je rappelle ici, pour ceux qui tracent tranquillement là sur leur feuille, je rappelle les valeurs, les seules qui ne sont pas simples. Donc racine de 2 sur 2, c'est environ 0,71 et racine de 3 sur 2, c'est environ 0,87 si vous voulez les placer, ce qui vous permet de placer cosinus de 0 qui vaut 1, cosinus de pi sur 6 justement qui vaut racine de 3 sur 2, cosinus de pi sur 4 qui vaut racine de 2 sur 2, etc. Donc tous les points que j'ai placés. Et ensuite en reliant, donc on obtient notre morceau de sinusoïde. Vous constatez aussi que j'ai tracé les demi-tangentes horizontales. J'ai mis que des demi puisque là on a coupé cosinus, hein, on a pris que la restriction à 0 pi. Donc en réalité je n'ai que des demi-tangentes, j'ai que les tangentes respectivement à gauche pour celle en 0 et à droite pour celle en 0 et à gauche pour celle en pi. Mais bon, en fait je pourrais prolonger la courbe, j'aurai une tangente complète. Mais voilà, j'ai cette demi-tangente horizontale. Et rappelez-vous du pourquoi je montre ça. Parce qu'on a vu que justement, la fonction réciproque, quand la dérivée de la fonction de départ s'annule, la fonction réciproque à cet endroit-là n'est pas dérivable. Donc, normalement, si notre théorème fonctionne, et c'est le cas évidemment, en 0 et en pi, arc cosinus sera non dérivable. Et on aura une tangente verticale à cet endroit-là. Voilà. Pardon, pas en 0, je dis n'importe quoi. Pas en 0 et en pi. En 0 et pi, ça correspond aux images de arc cosinus. Je veux dire en moins 1 et en 1. Donc là, il faut prendre, pour voir quels vont être les x de arc cosinus, il faut regarder les images de cos à ces endroits-là. Donc pardon, en moins 1 et en 1, puisque justement, on va faire le symétrique. Et on le verra d'ailleurs dans la dernière partie, l'avant-dernière partie du cours, on va parler de la dérivation de ces fonctions-là. On va effectivement constater qu'en 1 et en moins 1, que ce soit arc sinus ou arc cosinus, elles ne seront pas dérivables. Bon, alors, donc maintenant, si je trace arc cosinus, je vous rappelle qu'il s'agit de faire donc le symétrique par rapport à la première bisectrice qui est tracée déjà ici, donc qui est en vert, là, que je vais repasser pour qu'on la voit mieux. Et donc, si je fais le symétrique par rapport à ça, alors soit vous prenez carrément, c'est ce que j'ai fait moi, les points que j'avais tracés en gris-noir, là, le x est devenu y, le y est devenu x, et donc je les ai placés en rouge, là, les points, je ne sais pas si vous les voyez. Au fur et à mesure, à chaque fois que je plaçais un point noir, je plaçais le point rouge correspondant en inversant abscisse et ordonnée. Voilà, ça me permet d'avoir la courbe dans l'autre sens. Sinon, vous faites directement le symétrique, ça revient même, par rapport à la droite verte. En tout cas, donc ça vous donne justement les points que j'ai tracés là. Voilà. Et donc on récupère effectivement la courbe rouge qui est celle de arc cosinus, qui est parfaitement symétrique par rapport à la droite verte. Voilà, donc les points, là je les ai peut-être pas bien matérialisés, mais ils sont bien ici. Alors il y en a un par là qu'on voit pas bien. Voilà. Donc par exemple, quand j'avais donc pi sur 4 qui avait pour cosinus racine de 2 sur 2, donc c'est le point qui est ici, je ne sais pas si on voit le curseur à l'écran. Quand je l'inverse, donc c'est racine de 2 sur 2 qui va avoir pour image pi sur 4. Autrement dit, ça voudra dire que je prends pi sur 4 en ordonnée et racine de 2 sur 2 qui est donc 0,71 en abscisse. Et donc ça me donne ce fameux point qu'on ne voyait pas bien. Voilà, et qui est le symétrique du noir que j'ai pris au départ. J'espère que vous m'avez comprise. Donc cette courbe, hein, cette nouvelle courbe dans votre arsenal de fonctions est à connaître aussi. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire rapidement comme ça? C'est que notre arc cos elle va être décroissante. Bon, on le savait déjà puisque c'est la fonction réciproque
de la fonction cosinus qui elle-même est décroissante. On a déjà vu que quand il y a bijection, la bijection réciproque a la même monotonie que la fonction de départ, donc c'est pas surprenant. Ce cosinus était déjà décroissante donc sur l'intervalle qu'on a considéré. Que dire d'autre? Donc justement, ah oui, je l'ai pas dit ça. On retrouve donc ce que je disais hein, en -1 et en 1. On sent bien hein, que, même si on ne l'a pas encore démontré, qu'on va avoir des tangentes verticales, donc une non-dérivabilité à cet endroit-là, tout en étant pourtant bien défini. C'est-à-dire que arcos de -1, ça fait pi, ça vaut pi, c'est bien défini, il n'y a pas de problème. C'est même continu à droite à cet endroit-là, hein, c'est-à-dire que quand j'arrive par la droite, la limite est bien égale à l'image de -1 qui est pi. En revanche, il n'y aura pas de dérivabilité. Voilà, bon, je pense que sur Arcos, on a dit ce qu'il y avait à dire. On va y revenir de toute façon dans la partie, dans le petit d, parce que après on va voir justement ces fonctions, comment elles interagissent entre elles, et aussi comment elles se dérivent. Donc on va de toute façon y revenir. Alors, il nous en manque une quand même, puisqu'on a vu sinus, cosinus, leur fonction réciproque. Là, eh bien, on va aller voir arc-tangente, évidemment, qui est la fonction réciproque de la fonction tangente. Alors, ma fonction tangente, on en avait déjà parlé, ça pour le coup, on a déjà vu dans le chapitre 0 comment elle se définit, quelles sont ses particularités, parce qu'elle est quand même un peu spéciale, hein, la fonction tangente. Et notamment, on avait vu que c'est une fonction qui a des valeurs interdites, puisque c'est sinus sur cosinus, et cosinus peut s'annuler. Et justement, cosinus s'annule en moins pi sur 2, pi sur 2, 3 pi sur 2, etc. Donc, elle a un nombre infini de valeurs interdites. Et donc, on est bien obligé de se restreindre à un intervalle sans valeurs interdites. Alors, là, encore une fois, on prend le plus petit, hein, on prend au moins pi sur 2, pi sur 2. Qui justement, attendez, je lisais quelque chose en même temps que je vous parle. Oui, donc qui justement va être notre intervalle de départ considéré pour tangente. Donc on va considérer que tangente, on la restreint à moins pi sur 2 ouvert, puisque je rappelle que moins pi sur 2 et pi sur 2 sont des valeurs interdites de la fonction tangente. Et donc cette fonction, quand je la prends entre moins pi sur 2 et pi sur 2, eh bien justement, elle va prendre toutes les valeurs possibles dans R, et jusqu'à arriver en pi sur 2 à une limite qui vaut plus l'infini, et en moins pi sur 2 à une limite qui vaut moins l'infini. Donc en gros, cette fonction tangente, je peux la dériver, d'ailleurs on l'a fait, hein, donc je peux même vous écrire ce que ça donne. Tangente prime, on avait vu que c'est par exemple 1 sur cos carré de x. Donc ça confirme que notre fonction, parce que je ne l'ai pas encore dit d'ailleurs, mais j'allais le dire, notre fonction, donc elle a sa dérivée qui est strictement positive, et donc on va avoir une fonction qui est strictement croissante. Donc ce que je voulais dire, c'est que ça confirmait qu'elle était monotone pour qu'on puisse appliquer le théorème d'abjection. Donc j'ai ma fonction tangente qui est strictement croissante entre moins pi sur 2, pi sur 2. Et en plus, donc l'image par exemple en pi sur 2, bien, si on réécrit, donc tangente c'est sinus x sur cos x. Et donc quand je m'approche de pi sur 2, enfin x, quand x s'approche de pi sur 2 par valeur inférieure, le cosinus de x va s'approcher de 0 par valeur supérieure, c'est-à-dire que lui va tendre vers 0+. Et sinus, elle, on l'a déjà expliqué, hein, tout ça, mais enfin je le redis, quand x tend vers pi sur 2, va tendre vers 1. Ni plus ni moins, puisque là, pour le coup, sinus... enfin, oui, on pourrait dire... si, je suis bête. On pourrait dire 1 moins, mais bon, ça va rien changer, puisque là, 1 moins, c'est quand même positif. On est juste avant 1, mais c'est positif. Donc, du coup, j'ai quelque chose qui tend vers 1 sur quelque chose qui tend vers 0+. Autrement dit, j'ai bien tangente x qui tend vers plus l'infini quand x tend vers pi sur 2 moins, c'est-à-dire pi sur 2 par valeur inférieure. Ce qui veut dire qu'ici, j'ai bien plus infini. En moins pi sur 2, j'ai de la même manière moins l'infini. Et donc, d'après le théorème de la bijection, vu que ma fonction tangente, en dehors de ces valeurs interdites, sinon elle est bien continue partout, il n'y a pas de souci, elle est même dérivable entre moins pi sur 2 et pi sur 2, si j'enlève pi sur 2 et moins pi sur 2. Donc pas de souci, le théorème de la bijection s'applique, et donc tangente induit bien une bijection de moins pi sur 2, de moins pi sur 2 de moins pi sur 2, pi sur 2, pardon, sur R, ce qui veut dire qu'elle a une fonction réciproque qui existe bien, qu'on va appeler justement arc-tangente, et qui, elle, va se définir à l'inverse de moins l'infini plus l'infini, donc de R,
sur moins pi sur 2, pi sur 2. Voilà, donc autrement dit, on va avoir donc tangente dans un sens de moins pi sur 2 dans R, qui est bijective, et donc arctangente dans l'autre sens de R dans moins pi sur 2, pi sur 2. Donc arctangente, ça va nous renvoyer pour n'importe quel réel, donc c'est la seule des trois, les deux autres, rappelez-vous, sont définis entre moins 1 et 1. Mais parce que cos et sin ont des images entre moins 1 et 1. En tangente, elle a des images beaucoup plus étendues. Donc arctangente va être définie sur tout R. En revanche, les images, elles, ne pourront être que entre moins pi sur 2 ouvert. Voilà, c'est cet intervalle-là qu'on a choisi pour la bijection. Là aussi, on aurait pu choisir 3 pi sur 2, 5 pi sur 2. Ça fonctionnait aussi. C'est juste moins naturel. Voilà, donc en gros, c'est ce qu'on va dire dans la définition. La fonction tangente restreinte à moins pi sur 2 est bijective. On appelle arctangente, on note arctane ou oui, en général, on dit arctane, ou arctangente, quoi. Sa bijection réciproque, c'est une fonction définie sur donc R et à valeur dans moins pi sur 2, pi sur 2. Voilà, bon. Et la propriété, on va avoir l'équivalent de ce qu'on avait pu dire justement pour les arcsinus et arccosinus. Donc pour tout x appartenant à R cette fois, arctangente x est l'unique angle θ appartenant à moins pi sur 2, tel que tangente x égale θ. Oh là là, tel que tangente θ, justement, ce qu'on veut obtenir c'est x, tel que tangente θ égale x. Ce qui veut dire, je peux vous l'écrire comme je l'ai fait tout à l'heure, moi je trouve que c'est assez parlant, notamment après quand on est dans les exercices. Donc si j'ai x dans R, bon ça va, si j'ai θ qui est bien strictement entre moins pi sur 2 et pi sur 2, alors dire que j'ai tangente θ égale x, c'est parfaitement équivalent, donc il y a parfaitement unicité dans cette écriture, c'est équivalent à dire que θ égale arctangente de x. Bon, alors, graphiquement, on en avait parlé déjà, c'est un petit peu moins, c'est pour ça que je n'ai pas commencé par ça là cette fois, un peu moins parlant, la tangente, mais bon, on va quand même rappeler où est-ce qu'on peut la lire. Donc là, vous voyez qu'on vous a rajouté cette droite ici, là, que je vais repasser là en noir, en gris, qui est justement la tangente au cercle au point 1, 0, donc au point I. Souvent on l'appelle I ce point, mais je l'appelais I d'ailleurs. Voilà. Donc c'est la tangente au cercle trigo. Maintenant, si je prends, donc là je vais tout rappeler, si je prends donc un angle θ, je prends un angle trigonométrique θ, géométrique, je veux dire, un angle géométrique θ, mais je peux le prendre orienté, à vrai dire, c'est tout à fait possible aussi. Mais là, je vais revenir à une géométrie de collège, en fait, c'est pour ça que je parle de ça. Donc là, je suis dans un triangle qui est un triangle rectangle. Le point d'intersection ici, je l'appelle H, et donc je me trouve dans un triangle OHI, qui est bien rectangle en I. À cette condition, du coup, je peux appliquer les formules trigonométriques de collège, à savoir dire que tangente alpha, c'est donc côté opposé sur côté adjacent. Autrement dit, HI sur OI. Et OI, comme on est sur le cercle trigonométrique et que OI en est un rayon, cercle trigo étant de rayon 1, je peux remplacer OI par 1. Et donc, je trouve qu'en fait, la tangente alpha, c'est exactement la distance entre le point I et le point d'intersection de mon vecteur, alors je pourrais l'appeler M, le point qui est sur le cercle, de la droite OM en fait, enfin de la demi-droite même, OM, avec la tangente au cercle en I. Voilà. Ce qui veut dire qu'effectivement, on voit que si on prend un alpha plus grand, effectivement la distance entre I et H va être plus grande, donc la tangente va grandir, donc on a bien une fonction qui va être croissante, etc., etc. Et on voit bien qu'il va y avoir un souci, justement, si mon point M, il est ici en pi sur 2, puisqu'à ce moment-là, je ne pourrai plus faire d'intersection avec cette fameuse tangente, même en prolongeant beaucoup, puisque OM, à ce moment-là, va être strictement parallèle à cette tangente. Et donc, effectivement, si on voit la tangente de façon géométrique, on s'aperçoit bien qu'elle ne peut pas être définie, en tout cas de cette manière-là, mais c'est la bonne, puisque c'est celle qui coïncide avec tout ce qui a déjà été vu avant.
elle ne peut pas être définie en pi sur 2, et évidemment, on aura le même problème en moins pi sur 2. Alors évidemment, si on le prend de l'autre côté, il faudra faire attention, ce ne sera pas tout à fait la distance IH, ce sera moins IH, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on prend ce qu'on appelle, à vrai dire, enfin je ne l'ai pas écrit comme ça tout à l'heure, mais ce qu'on appelle, je vais y arriver, c'est ce qu'on appelle la mesure algébrique. C'est-à-dire que on va la considérer avec un signe. Donc là, justement, si je suis de l'autre côté de I, je vais considérer que elle devient négative, ma tangente, parce que justement, là, dans ce cas-là, je vais avoir un sinus qui est négatif avec un cosinus qui est positif. C'est pour ça que là, à ce moment-là, je commence à parler d'angle orienté, je ne suis plus dans le cadre. Donc là, je vais vous montrer ce que ça donnait et que ça coïncidait pour des angles géométriques, hein. Mais ça va encore fonctionner pour des angles orientés à condition de parler de mesures algébriques justement de HI et plus juste d'une mesure tout court. Voilà. Donc en gros, c'est une mesure qui peut avoir un signe négatif aussi. Mais sinon, le principe reste le même et on s'aperçoit bien qu'en moins pi sur 2, on va avoir le même souci de définition pour la tangente. Bon, donc, tout ça pour dire que, alors, arctangente de 1, c'est donc, là, si on remplit les exemples, ça va correspondre donc à l'angle θ tel que la tangente de θ vaut 1. Pour que la tangente de θ vale 1, il faut que le sinus et le cosinus soient égaux. Et on n'en a pas 50 entre moins pi sur 2 et pi sur 2 qui correspondent à ça. Il n'y a que pi sur 4. Donc arctangente de 1 va être égal à pi sur 4. Ensuite, arctangente de 0. Excusez-moi, il y a un blanc parce que j'étais en train de voir si je peux vous expliquer ça géométriquement, là, le arctangente de 1 qui fait pi sur 4. Alors oui, on peut en fait, hein, parce que quand on cherche arctangente de 1, c'est-à-dire qu'on cherche IH qui vaut 1. Autrement dit, on veut que le triangle OIH soit isocèle, puisque j'ai déjà OI qui vaut 1. Et donc effectivement, comme j'ai déjà un angle droit dans mon triangle isocèle, les deux autres sont de même mesure. Et donc ils vont être forcément de mesure pi sur 4. Puisque là, je suis dans le cas d'un angle orienté positivement. Voilà. Donc c'est une façon de voir les choses. Arctangente de 0, donc c'est le cas où j'ai IH qui vaut 0, donc c'est-à-dire que H est carrément sur I, donc c'est le moment où j'ai l'angle plat. Et effectivement, si je prends l'angle 0, sinus de 0 sur cosinus de 0, ça fait bien 0. Donc arctangente de 0, 0. Bon. Arctangente de moins 1, donc là, je vais être de l'autre côté en fait, hein, c'est-à-dire que je veux IH qui valent moins 1 en mesure algébrique. Ce qui revient à dire que je suis en moins pi sur 4. Autrement dit, pour aussi vous dire que j'ai sinus sur cos qui vaut moins 1, donc c'est que sinus vaut moins cos. Et le seul qui fonctionne, c'est moins pi sur 4. On sait qu'il n'y en a qu'un, de toute façon, puisqu'on est sur une portion bijective, hein, de la tangente. Donc, si on en trouve un, c'est que c'est le bon. Racine de 3. Bon, commence à être un peu plus tordu. Bon, on pourrait le trouver, hein, en passant par IH, là, en fait, il suffit d'appliquer... quoique, non, on n'a pas la... On n'a pas l'hypoténuse, ouais, c'est pas si simple. Non, mais c'est pas grave, il n'y en a pas besoin. Racine de 3, on se dit, bon, ok, on va tenter quand même les angles classiques. Et justement, du racine de 3, il y en a quand il y a racine de 3 sur 2. Et quand il y a racine de 3 sur 2 pour le sinus ou pour le cosinus, l'autre vaut 1,5. Donc on peut tenter. Donc si on fait racine de 3 sur 2 sur 1,5, ah ben tiens, ça fait racine de 3. Donc c'est le bon. Et alors, quand est-ce que j'ai sinus qui vaut racine de 3 sur 2 et cosinus qui vaut 1,5? Eh bien, quand je suis en pi sur 3. Donc ça veut dire que c'est pi sur 3 qui fonctionne ici. Donc sinus pi sur 3 sur cosinus pi sur 3, effectivement, ça fait bien racine de 3. 1 sur racine de 3, bon, on voit bien qu'on a fait exactement le contraire, c'est-à-dire qu'on a mis 1,5 au numérateur et racine de 3 sur 2 au dénominateur, donc ça veut dire que c'est le sinus qui vaut 1,5 cette fois, et le cosinus qui vaut racine de 3 sur 2, autrement dit, c'est forcément pi sur 6. Maintenant, si je prends en négatif, bon, on s'aperçoit bien que, en fait, à cause de l'imparité de sinus, on va récupérer l'imparité de tangente, de toute façon. Mais bon, on va quand même l'expliquer, hein. Donc, moins 1 sur racine de 3, justement, c'est moins 1,5 sur racine de 3 sur 2. Ce qui revient à dire que le sinus vaudrait moins 1,5 et le cosinus racine de 3 sur 2. Et donc, c'est forcément moins pi sur 6. Autrement dit, là, on commence à savoir que arctangente est impair.
effectivement, elle sera impaire. Alors, racine de 2 sur 2, c'est un petit peu plus compliqué, mais en fait, on l'avait vu dans un exercice, alors je le mettais dans le cours. En fait, on avait démontré dans un exercice, justement, que tangente pi sur 8, alors je vous renvoie à l'exercice, alors j'ai pas le numéro en tête exact, mais on a dû le faire, je pense, dans la fiche sur la... Je me tâte, je sais plus si c'était quand on a fait les complexes, parce qu'on a fait aussi de la trigo dans les complexes, ou est-ce que c'était quand vraiment on a fait de la trigo. Enfin bon, vous irez voir au besoin. En tout cas, racine de 2 moins 1, on avait démontré justement que c'était tangente de pi sur 8, et ça n'avait pas été si simple, hein, c'est pas la première question de l'exercice. Ce qui veut dire que comme j'ai tangente de pi sur 8, et que j'ai pi sur 8 qui est bien dans le bon ensemble, donc dans moins pi sur 2, c'est-à-dire je suis sur l'intervalle de bijection de la fonction tangente et de la fonction arctangente d'ailleurs. Et ben, du coup, je peux donc appliquer cette bijection et dire que arctangente rond tangente, ça fait l'identité. Autrement dit, il me reste pi sur 8. Voilà. Bon, c'est un exemple un peu plus consistant, mais c'est intéressant. On commence à poser des choses là qui vont nous servir. Alors, la courbe. Bon, même idée, je vous ai déjà tracé tangente. J'insiste pas trop parce que je l'avais déjà faite. C'est vraiment ce qu'on avait vu, sauf que nous, on avait vu que ça se répétait, puisque on a une périodicité, même si tangente n'est pas définie dans tous les cas pi sur 2 avec k impair. On avait quand même cette périodicité, tous les pi, on répète. Donc on avait ce morceau que j'ai dessiné là qui se répétait à l'infini. Mais nous, on restera à moins pi sur 2, donc on n'a qu'un morceau. Et donc pareil que tout à l'heure, on cherche à faire le symétrique de la fonction tangente, donc par rapport à la première bisectrice qui est en vert ici. On avait pour la fonction tangente des asymptotes en moins pi sur 2, pi sur 2. Là, je suis pas revenue dessus, mais on l'avait déjà vu. Et donc ces asymptotes qui étaient verticales vont devenir des asymptotes horizontales par symétrie par rapport à y égale x. Donc c'est ce que j'ai tracé en violet. Donc déjà, on sait que arctangente va avoir sa courbe calée entre ces deux asymptotes. Et donc maintenant, si je fais la symétrie, comme j'ai procédé tout à l'heure, j'ai fait pareil. À chaque fois que j'ai mis un point en noir, j'ai mis un point au rouge qui est le symétrique. Et donc on n'est plus qu'à relier. Et donc effectivement, on va s'apercevoir qu'on a bien le phénomène qu'on imaginait. Alors on voit pas bien là, je vais peut-être le refaire d'ailleurs. La courbe donc en rouge, c'est-à-dire celle d'arctangente, est bien au-dessus de la bisectrice jusqu'à 0 et passe en dessous après. Voilà, on a un changement de convexité en fait. Bon, voilà. Alors les points en question que j'ai utilisés sont là. Ce sont tous les symétriques de ceux qui sont en noir. Et les valeurs utilisées sont pour la plupart écrites dans notre exemple, justement, dans nos exemples. Alors moi, je les ai utilisées d'abord pour tangente, hein, pour avoir la courbe noire. Tangente pi sur 6 qui fait 1 sur racine de 3. Tangente pi sur 4 qui vaut 1. Tangente pi sur 3 qui vaut racine de 3, c'est ça, etc., etc. Voilà, racine de 3 étant environ égale, pour ce que ça peut aider, à 1,7. Et donc après, j'ai pris le symétrique. Donc ça là, c'est la courbe de arctangente, arctane. Bon, je pense que j'en ai assez dit là-dessus. Alors pour le coup, tangente n'a pas de tangente horizontale. Donc on n'a pas de tangente verticale sur arctangente. On n'aura aucun souci de dérivabilité sur la fonction arctangente. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La fonction arctangente est beaucoup plus sympa, on va le voir, que la fonction tangente elle-même. Voilà, vous verrez, on a une dérivée qui va bien. Alors, le seul truc, c'est qu'on ne connaît pas son expression, mais comme arcsinus et comme arccosinus, elle est définie que en fonction des valeurs de tangente. On n'a pas une expression directe. À part ça, on verra que c'est une fonction qui est quand même très facile, puisqu'elle va être définie sur R. Elle sera infiniment dérivable. Elle n'aura aucun point de non-dérivabilité ou de non-continuité. Enfin, voilà, elle est très régulière. Donc, c'est une fonction qu'on aime bien et qui revient très régulièrement. Arctangente. Plus encore que ses cousines arcsinus et arccosinus.
Donc je passe et on en arrive justement à toutes ces propriétés qui vont nous permettre de savoir comment elles évoluent entre elles, ces fonctions. Donc là, vous voyez qu'il y a des trucs qui font un peu peur, hein, sinus de arcsinus, arcsinus de sinus, bon encore tout ça, ça va. Les propriétés de, bon ça va encore. Et puis après, on voit cos de arcsine, sin de arcos, on voit qu'il se passe des choses hein, entre cousines et même cousines éloignées. Donc, on va aller voir ce qui se passe. Alors, dans toutes les 1, j'ai mis preuves, mais à vrai dire, c'est plus des explications que des preuves. Donc, je me demande même si je ne vais pas me contenter de l'oral. Dans les 2, en revanche, donc on va commencer à avoir des choses à démontrer. Enfin, quoique, non, les 2, ça va aller très vite en réalité. Non, les vraies démonstrations arrivent dans le 3. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais donner des explications pour le 1 et le 2, parce que comme je disais, c'est plus des explications que des preuves. Et pour le 3, donc après on prouve. Et pour le 4, je prouverai après avoir rempli la dérivabilité en dessous, parce qu'on verra qu'il y a plusieurs preuves possibles dans le 4, et dont une qui utilise justement la dérivée et la dérivabilité. Donc bon, on va être logique, dans ce cas, je ferai la dérivabilité avant. Voilà, voilà pour le programme. On y va. Alors, bon, le tout début, en réalité, j'en ai déjà parlé, sauf que j'en ai parlé pas aussi directement. On en a parlé. Donc l'idée c'est, alors ok, bon c'est très bien, maintenant que j'ai défini ma fonction arcsinus qui est la réciproque de la fonction sinus, qui est bons intervalles, etc. Est-ce que je peux justement déduire que sinus de arcsinus x égale x, puisque c'est quand même le but. C'est comme quand je fais racine de x carré. Comme la racine et la fonction x carré, enfin la fonction carré, sur R+, sont bijectives et sont réciproques l'une de l'autre, bah, finalement, elles ont une action qui se compense, et donc bah, ça revient à faire f rond f-1, hein, donc on retrouve l'identité. C'est comme si on n'avait rien fait. Voilà. Et donc là, bah, c'est exactement le même principe, puisque arcsinus, en fait, c'est sinus moins 1, c'est la réciproque. Il faudra juste faire attention pour ces fonctions-là, qu'on soit bien sur les bons intervalles. À part ça, oui, ça marche, pas de souci. Sinus de arcsinus, par exemple, ça fera x sans problème. Alors, sinus de arcsinus, ça vaut x sans condition supplémentaire, parce que là, vous voyez qu'on nous a déjà écrit des conditions quand même. Hein. X doit être entre moins 1 et 1. Bon, de toute façon, arcsinus, si ce n'est pas entre moins 1 et 1, n'est pas défini. Donc, bon, vous aurez du mal à avoir autre chose. Mais on vous a rien mis on vous a pas mis de conditions supplémentaires pour sinus de arcsinus. Alors pourquoi? Parce que arcsinus x arrive dans 0pi. Pardon, dans moins pi sur 2, j'y arrivais. Et donc après, bah, du coup, quand je vais faire sinus de quelque chose qui est entre moins pi sur 2, moins pi sur 2, pi sur 2, justement, je vais bien retrouver mon x de départ qui était entre moins 1 et 1. Donc là, il n'y a pas de souci dans ce sens-là. Dans l'autre sens, il faudra quand même faire attention, parce que justement, donc là maintenant, je fais arc sinus de θ. Il faudra quand même faire attention. Alors déjà, j'ai essayé d'être clair. Là, il faut que la bijection marche. Donc, il faut être sur l'intervalle de tout à l'heure, là qu'on a défini, qui fonctionnait. Le bon, celui qui est l'officiel. Donc là, le θ, on avait dit qu'il faut qu'il soit entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Sinon, je ne peux pas appliquer la bijection. Donc, dans ce cas-là, si θ n'est pas entre moins pi sur 2 et pi sur 2, je ne pourrai pas dire que arcsinus de sinus de θ vaut θ. Mais si c'est le cas, oui. Donc là, on peut dire égal à θ pour θ appartenant à moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, si jamais vous avez arcsinus de sinus d'un truc qui n'est pas entre moins pi sur 2, pi sur 2, ben, il faut vous débrouiller pour l'écrire. Alors, je prends un exemple. Par exemple, arcsinus de sinus de 2pi sur 3. Je ne peux pas dire que c'est égal à 2pi sur 3. Tout simplement parce que mon arcsinus, il est censé renvoyer quelque chose entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc c'est pas possible de renvoyer 2pi sur 3. On aurait de gros soucis de... Enfin, elle n'est pas définie comme ça. Si je commence à autoriser ça, je change ma fonction arcsinus et surtout, je perds ma bijection puisque je vais pouvoir avoir plusieurs possibilités, parce qu'on va voir que c'est aussi égal à autre chose.
Et donc, on ne pourra plus justement utiliser cette réciprocité des fonctions qui est bien pratique. Donc, ce n'est pas égal à 2π sur 3, surtout pas. Donc là, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est dire, bon bah ok, 2π sur 3, si je prends mon cercle, hein, je vous le rappelle, 2π sur 3, il est par ici, a le même sinus que son voisin, qui lui est bien entre moins π sur 2, π sur 2. Donc là, on peut dire que c'est le même que arcsinus de π sur 3. Et à ce moment-là, comme π sur 3 est bien dans le bon intervalle, je peux dire, ah ok, c'est bon, là j'ai une valeur à renvoyer, c'est π sur 3. Voilà. Donc il faut être vigilant là-dessus, mais si on est dans le bon intervalle, il n'y a pas de souci, je peux appliquer la bijectivité de mes deux fonctions et dire que ça fait bien θ. Voilà, donc là j'ai vachement détaillé, pour les autres, j'espère que vous avez compris que c'est la même idée. Donc même principe. Le cosinus de arc cos x, on peut dire directement que c'est x sans condition, puisque cos renvoie quelque chose entre moins 1 et 1. X est bien entre moins 1 et 1. On n'a pas de souci. Arc cos de cos θ, en revanche, même problème. Ça fait bien θ, mais pour... Alors θ, hein, pas 0, ne recopiez pas n'importe quoi. θ. Mais pour θ appartenant à 0π, qui était donc l'intervalle de bijection choisi pour cos, et notamment comme ensemble d'arrivée de arc cosinus. Tangente, arc tangente x, donc x. Alors là, je vais juste préciser pour x appartenant à R, mais là, pour le coup, c'est pas une contrainte. C'est juste que dans l'énoncé de la propriété, on vous met x appartenant à moins 1, alors que pour tangente, on peut renvoyer n'importe quoi dans R, pas forcément quelque chose qui est entre moins 1 et 1. Ok. Ensuite, arctangente de tangente θ. Donc pareil, on se méfie. La tangente de θ, enfin θ s'il n'est pas entre moins π sur 2 et π sur 2, tangente peut exister, mais arctangente de θ ne fera θ que si θ est entre moins π sur 2, π sur 2. Ouvert pour tangente. Voilà, bon, j'ai déjà donné toutes les explications à l'oral, j'ai même écrit un contre-exemple. Alors je peux vous en mettre un autre pour arc cosinus, hein, par exemple. Donc ce que je mets là, ce sont des contre-exemples. Donc, pour arc cosinus, qu'est-ce qu'on peut prendre? Ben voilà, si on me dit arc cos de... Oula, 3C, ça va faire beaucoup. Pardon. Arc cos de cos de 2π. Donc, cos de 2π, c'est 1. Donc, je peux le voir comme ça. Si j'aurais pu faire ça d'ailleurs tout à l'heure aussi. Arc cos de 1, on a dit tout à l'heure, ça vaut 0. Et c'est différent de 2π. Donc, si je commence à dire que arc cos de 2π, c'est 2π, je vais avoir un souci, puisque je vais avoir deux possibilités. Et justement, moi, je veux, avec la bijection, n'avoir qu'un résultat possible. Donc là, c'est pas du modulo 2π. C'est ou 0 ou 2π. Sauf que ça peut pas être 2π. Donc c'est 0. Le bon candidat. Voilà. Donc on fait attention, hein, c'est-à-dire qu'on part de 0π pour θ. On applique d'abord donc un cosinus qui va nous faire arriver dans moins 1. On réapplique arc cos qui lui arrive forcément dans 0π d'après les intervalles qu'on a choisis. Et là, dans ce cas, on aura arc cos de θ. Donc il faut bien faire attention. Et donc en fait, on peut en déduire que arc cos rond cos, c'est égal à l'identité dans 0π. On va de 0π dans 0π. Et si on prend cos de arc cos, dans ce cas-là, on ira de moins 1 dans moins 1. Donc on aura l'identité sur moins 1. Voilà. Bon, je pense que j'ai détaillé suffisamment. Enfin, j'espère. Vous n'hésiterez pas, évidemment, à revenir vers moi si ce n'est pas le cas. Les formules 2, alors elles sont intéressantes parce qu'elles révéler pour certaines une propriété d'impact et pour d'autres non, justement. Donc notamment, on en a deux qui sont impairs, c'est arc sinus et arc tangente, comme leur fonction d'ailleurs réciproque, hein, leur fonction d'origine. Je vais changer de couleur, tiens. Donc ça veut dire que arc sinus de moins x, ça fait moins arc sin de x. Pareil pour tangente, on l'a remarqué hein, d'ailleurs dans les valeurs. En revanche, arc cosinus de moins x ne fait pas
arcos x, même si cosinus était pair au départ, malheureusement. Ça fait pi moins arc cos de x. On va l'expliquer tout ça. Alors, donc, donc ça, ce sont les formules 2 du 3,7D. Alors oui, le 3,7D, en même temps, je peux l'écrire avant, puisque ça, c'était déjà le 3,7D. Voilà. Ça, c'était pour les formules 1. Et les formules 2. Voilà. Alors, je vais choisir, enfin, je vais prendre soit x appartenant à moins 1 quelconque, bien sûr. Arcsinus moins x, si on le note θ, on dit que c'est égal donc à θ. On sait que ça appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. C'est comme ça qu'on a défini notre arcsinus. Donc ça, ok. Ça, comme je suis sur le bon intervalle, puisque là j'ai bien choisi mon x entre moins 1 et 1. Le résultat est entre moins pi sur 2, pi sur 2. Donc je vais pouvoir utiliser justement la bijection. Et donc dire que ça revient à dire que sinus de θ égale moins x. Autrement dit, alors si vous préférez, j'applique un sinus des deux côtés, en fait. C'est-à-dire que ça me fait sinus de arcsinus moins x, qui lui vaut toujours moins x, qui est égal à sinus de θ. Voilà. Bon. Ou j'applique la définition comme on l'a écrit tout à l'heure. Il y a plein de manières de voir ça. Donc j'arrive à ça. Or, je sais que sinus est impair. Donc si sinus de θ vaut moins x, alors sinus de moins θ vaut x et vice versa. Donc ça, je peux en déduire que sinus de moins θ vaut x. Autrement dit, si sinus de moins θ vaut x, vu que moins θ est entre moins pi sur 2 aussi, il n'y a pas de souci, je peux en déduire que arcsinus de x c'est égal à moins θ. Donc là aussi, pour cette équivalence, soit vous appliquez arcsinus de deux côtés, comme vous avez le moins θ qui est dans le bon intervalle, il n'y a pas de souci, soit vous appliquez la définition de réciprocité, de bijection. Voilà, donc j'arrive bien du coup à arcsinus x égale à moins θ, autrement dit, sachant que θ au départ c'était arcsinus de moins x, j'arrive donc à arcsinus x égale moins arcsinus de moins x. Autrement dit, arcsinus de moins x égale moins arcsinus x. C'est bien la formule qu'on vient d'écrire. Donc ça c'est pour la première. Après on peut parler de laquelle on peut parler de arccos. Je ferai peut-être pas arctangente. Arctangente c'est exactement la même chose que ce qu'on vient de faire là. Vu que tangente est impair, on a exactement la même chose. Voilà, en revanche, ce qui est peut-être plus intéressant, c'est de voir arcos, parce qu'arcos, justement, je dis, mais c'est bizarre, parce que c'est pair, et pourtant, arcos, non. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc, pour arcosinus, si je prends x là aussi entre moins 1 et 1, même principe, je prends donc arcosinus de moins x, je l'appelle θ, je sais qu'il appartient à 0 pi, ok, d'après la définition de arcosinus. Je peux en déduire que cos θ, alors soit vous appliquez, toujours pareil, soit vous appliquez cos des deux côtés, cos, arcos, on n'a pas de souci d'intervalle, donc ça marche bien, il y a équivalence, soit vous utilisez la bijectivité. Voilà. On est sur les bons intervalles, donc par bijectivité, on peut dire qu'alors cos θ égale moins x. Voilà. Sauf que là, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? On en a déduit, alors oui, je pourrais dire cos moins θ, sauf que là, cos moins θ et cos θ sont égales, donc justement, ça m'intéresse plus, parce que moi, j'aimerais faire le lien avec arcos x, et pas arcos moins x. Là, le souci, c'est que si je mets juste moins θ à la place de θ, je vais garder cos de moins θ égale moins x. Donc ça ne m'intéresse pas. Moi, je voudrais avoir quelque chose égale, enfin, cos de quelque chose égale x, pour pouvoir après appliquer arcos et dire, ok, j'ai arcos x, et je fais le lien. Donc, on va chercher autre chose. On va dire que on sait que cos de pi moins θ, c'est pareil justement que moins cos θ. Donc, autrement dit, je peux en déduire que cos de pi moins θ, je vais tout écrire. Donc, c'est égal à moins cos θ, ça c'est une formule de Trigo. Hein. Et donc, c'est égal à x. Donc là, ça m'intéresse, parce que là, pour le coup, j'ai plus moins x, j'ai x. Donc, je vais pouvoir maintenant avoir un arcos x, maintenant derrière ça. Donc, maintenant, en gros,
alors soit j'utilise là aussi la bijectivité, puisque quand j'ai θ entre 0 et pi moins θ est lui aussi entre 0 et pi. Donc je suis toujours dans le bon intervalle, et pas de souci. Donc soit j'utilise la bijectivité, soit j'applique arccos des deux côtés, puisque comme j'ai les bons intervalles, arccos de cos c'est bon, puisque l'angle est bien dans 0 pi. Et dans les deux cas, en tout cas, quelle que soit la façon de voir que vous avez, ça vous donne bien que pi moins θ égale arccos x. Voilà, autrement dit, on peut l'écrire dans l'autre sens, arccos x égale pi moins θ. Et θ, rappelez-vous, c'était arccosinus moins x. Bon, je vais tout écrire. Donc ça revient à dire que arccosinus moins x, qui est θ, est égal à pi moins arccos x. Voilà, donc celle-là, effectivement, demandait une petite explication supplémentaire. J'espère que c'est clair pour tous. Et d'ailleurs, on le voit que ça ne marchait pas hein, si on gardait notre moins x, puisque si on avait, même si on passait à moins θ, parce qu'en plus, moins θ aurait appartenu à moins pi 0, ce qui nous faisait perdre l'intervalle dont on a besoin. Donc, bon, on voyait bien qu'on n'était pas sur le bon chemin de toute façon. Bon, je laisse donc à vos soins arctangente moins x, mais comme je disais, c'est exactement la même que pour arcsinus, sauf qu'on va avoir comme intervalle mon pi sur 2 ouvert, bien sûr, mais à part ça, sinon ça ne va rien changer. Donc j'en arrive aux formules 3. Alors déjà, je reviens à l'intitulé des formules. Je vais encore changer de couleur. C'est pas une lubie, c'est juste pour bien séparer tout ce qu'on voit. Voilà, alors ces formules 3, elles sont beaucoup moins naturelles. On va le voir, là, il y a quand même un peu plus de travail que juste de la rédaction, parce que finalement, jusque-là, c'était plus de la rédaction qu'autre chose. Donc, cosinus de arc sinus x, alors ce qui est pratique, et on verra que c'est surtout pour ça qu'on l'utilise régulièrement, c'est que autant arc sinus x, je n'ai pas d'expression, je ne suis pas capable de dire ça fait, j'en sais rien moi, x carré plus 1 sur x, plus je sais pas quoi, non, je ne suis pas capable. Autant donc pour arc sinus, je suis pas capable, autant pour cos de arc sinus x, eh bien là oui, là on a une expression. Donc ça c'est quand même précieux. Du coup, je vais vous les donner puis on va les démontrer. Cosinus de arc sinus x, c'est égal à racine de 1 moins x carré. Heureusement pour nous, dans l'autre sens, c'est le même. Donc sinus de arc cos, c'est aussi racine de 1 moins x carré. Ouf, ça tombe très bien. Cosinus de arc tangente x, alors attention à serrer un petit peu, j'ai pas forcément laissé assez d'espace. Donc 1 sur racine de 1 plus x carré. Et le dernier que je vais écrire là pour que ce soit bien clair, x sur racine, donc là c'est sinus de arc tangente x sur racine de 1 plus x carré. Voilà, bon, c'est déjà assez mystérieux quand même là pour le coup. Donc si j'ai par exemple cosinus de... qu'est-ce qu'on pourrait prendre qu'on aurait vu tout à l'heure, voilà, cosinus de arctangente racine de 3, voilà. Cosinus de arctangente racine de 3, et bien je fais 1 sur racine de 1 plus racine de 3 au carré, autrement dit 3. Donc ça ferait 1 demi. Voilà. Alors vous allez me dire à quoi ça sert. Bon vous verrez. Vous verrez qu'il y a un certain nombre de cas où ça va nous servir, et notamment la 3A et même la 3B, si je ne me trompe pas, vont nous servir justement pour démontrer après la dérivation. Voilà, donc dans la dernière partie, si j'ai le temps de vous faire l'épreuve. Alors, donc, on va démontrer par laquelle je commence. C'est ça que je suis en train de me demander. Bon, on va commencer par la première, on va pas chercher trop compliqué. Donc, on va démontrer nos 3 formules. Je suis en train de voir combien de pages il reste. Je vais peut-être vous faire en 2 vidéos quand même. Ouais. Bon. Bon, faisons déjà ça. Alors, on va démontrer, j'ai dit nos 3 formules, pardon, nos 4 formules, enfin les formules numéro 3. C'est pas forcément très long pour chacune d'elles, mais on va voir qu'il y a une astuce dont vous auriez pas forcément eu l'idée. Donc, on va essayer d'écrire ça tout correctement. Donc, les formules 3. Alors, je vais écrire, pour celle-là, je vais bien tout écrire, donc je vais écrire ce qu'on veut montrer déjà. Donc là, je mets un point, je sais pas comment les a. Ah ben non, mais, parfait, elles ont même des lettres. Donc la A, la 3A. Donc montrons que pour tout x,
Donc montrons que pour tout x appartenant à moins 1, 1, cos de arc sin x, oh, pardon, je vais y arriver, donc cos de arc sin de x égale racine de 1 moins x carré. Ok, alors, première chose qu'on va rappeler, qui a l'air toute bête, mais ça va nous servir. Donc rappel, quel que soit y appartenant à R, j'ai pris y volontairement, vous allez voir pourquoi, cos carré de y plus sinus carré de y égale 1. Bon, je ne m'étale pas là-dessus, on connaît. Je vais l'appeler étoile, cette relation. Maintenant, moi, je choisis un x, puisque ce que je dois montrer, c'est pour tout x, blablabla. Donc, j'en choisis un. Enfin, je ne le choisis pas vraiment, mais je le prends quelconque. Donc, soit x appartenant à moins 1, 1. Ok. D'après étoile, justement, donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le rappel pour y qui vaut justement arc sinus x, pour me rapprocher de l'écriture cos de arc sinus x. Alors, on n'y sera pas encore tout à fait, hein, mais on va voir que ça fonctionne. Donc, d'après étoile, avec y égale arc sinus x, j'obtiens cos carré de arc sinus x plus sinus carré de arc sinus x égale 1. Jusque-là, ok. Alors, maintenant, qu'est-ce que je peux en faire? Donc, cos carré de arc sinus x, je ne touche pas pour l'instant. C'est presque ce que je recherche. Moi, je veux cos de arc sinus x. Donc, je me dis, bon, ok, il y a un carré. Le carré, d'ailleurs, juste pour qu'on soit bien au clair là-dessus, c'est comme si je l'écrivais comme ça. La notation porte à confusion, donc on fait attention. C'est la vraie notation, en fait, c'est la dernière que je viens d'écrire. Hein, le carré global. Bon, et juste à côté, justement, j'ai... Bah tiens, je vais me payer le luxe d'écrire l'étape. J'ai en fait le carré de sinus de arc sinus x avec un x qui ne pose aucun problème, puisque là, on est dans le sens, justement, qui ne pose pas de problème. Donc, je n'ai même pas besoin de préciser quoi que ce soit. Bon, j'ai x entre moins 1 et 1. C'était la seule condition pour laquelle... Enfin, la seule condition pour que ça fonctionne. Donc là, il n'y a pas de souci, j'ai le bon intervalle pour x, donc je peux dire que tout ça, ça fait x. Donc je me récupère au final que le cosinus, enfin le carré de ce que je recherche en fin de compte, est égal à 1 moins x carré. Et donc, et là on fait attention, on ne dit pas, enfin en tout cas on ne se précipite pas sur la réponse. Cos de arc sinus x, si j'enlève le carré, ça ne vaut pas forcément racine de 1 moins x carré, ça peut aussi valoir moins racine de 1 moins x carré. Puisque je rappelle que... alors attendez, je finis d'écrire avant de dire n'importe quoi. Moins racine de 1 moins x carré. Voilà. Oui, donc je rappelle que grand x carré égale a, ça ne fait pas forcément x égale racine de a. Déjà, il faut que le a soit positif. Bon, là, c'est le cas puisque mon x est entre moins 1 et 1. Et ça peut faire racine de a comme ça peut faire moins racine de a. Donc, j'ai quand même deux possibilités et il y en a une qu'il va falloir écarter. Donc là, maintenant, j'ai plus qu'à dire. Or, arc sinus x appartient à moins pi sur 2 par définition de arc sinus x. Donc, cosinus de arc sinus x, le cosinus de quelque chose qui est entre moins pi sur 2 et pi sur 2 est forcément positif. Donc, je peux en déduire que ce cosinus-là est positif. Donc, ça ne peut pas être moins racine de 1 moins x carré que je retiens, c'est forcément l'autre. Donc, je peux en déduire que, je retrouve la formule en fait que je veux, hein. Je peux en déduire que cosinus d'arc sinus x vaut forcément racine de 1 moins x carré. Voilà, donc la première, elle est démontrée. Pour la deuxième, je vais aller un petit peu plus vite parce que c'est exactement la même chose, sauf qu'on va intervertir le rôle de sinus et de cos. Donc, alors cette fois-ci c'est la 3b. Donc cette fois-ci, même principe. Alors toujours, je prends un x entre moins 1 et 1. Je peux dire que cos carré
Oui, c'est ça. C'est arccos cette fois. Excusez-moi, c'est parce que j'ai eu un blanc, je sais plus. Comme j'ai pas la feuille sous les yeux. Mais c'est ça. Donc, cos carré de arccos x plus sinus carré de arccos x égale 1. Or, ça, c'est cos de arccos x au carré avec x entre moins 1 et 1. Donc, ça fait bien x carré. Ça, c'est le carré de ce que je recherche. Donc, au final, je me retrouve avec sinus de arccos x, le tout au carré qui est égal à 1 moins x carré. Donc, même conclusion, ça va valoir soit la racine, soit l'opposé. Voilà. Même raisonnement. Là, on va dire or arc cos x appartient à 0 pi par construction, enfin par définition de arc cos. Donc le sinus comme le sinus de quelque chose entre 0 et pi est positif, et bien là aussi. Donc le sinus de arc cos x est positif. Et donc, ça ne peut être que le premier candidat. Donc sinus de arc cos x, j'arrête de mettre 3c arc cos, pardon, arc cos x, voilà, égale racine de 1 moins x carré. Donc la deuxième, c'est fait aussi. Bon, maintenant, allons voir un petit peu ce qui se passe donc pour les deux formules avec arctangente. Donc cos de arctangente x et sinus de arctangente x. Alors je vais le faire là. Donc pour la 3c. Donc du coup, cette fois, on a x qui n'est pas forcément entre 0 et 1, mais qui est sur R. Donc là, c'est la 3c. Donc soit x appartenant à R. Je veux un y... oui, en fait, j'allais dire je veux... Enfin, parce qu'on va rappeler, ça c'est un rappel aussi. Je vais l'écrire comme un rappel. Alors, rappel. C'est peut-être bien clair. Donc, rappel, pour tout y appartenant à R privé des valeurs interdites de tangente, donc autrement dit, j'enlève les pi sur 2 puisqu'à pi, avec k appartenant à z, ce qui me permet d'avoir tous les k pi sur 2 avec k impair, pour l'écrire comme ça aussi. Voilà. Donc on peut rappeler que, cette fois-ci, ce qui va nous intéresser comme relation, c'est ça, c'est que la tangente carrée plus 1, rappelez-vous, ça revient à faire sinus carré de y sur cos carré de y plus 1, donc cos carré sur cos carré. Et comme sinus carré plus cos carré, ça fait 1, ben ça revient à dire 1 sur cos carré de y. Voilà, donc là, c'est cette relation qu'on va exploiter. Et on va l'exploiter dans l'autre sens. On va l'exploiter dans le sens cos carré de y égale. Donc il y a juste tout à inverser. 1 plus tangente carré de y, ça ne peut pas s'annuler, hein, donc il n'y a pas de souci. Je peux tout à fait inverser cette relation. Et donc je me retrouve avec ça. Donc ça c'est mon rappel. C'est pas ce que je veux montrer, mais c'est ce qui va me servir. Du coup, maintenant si j'applique ça avec y égale arc tangente x, puisque c'est le même principe que tout à l'heure, je pars d'un rappel de Trigo que j'applique, parce que vous comprenez bien que l'idée, le problème en tout cas, j'allais dire l'idée problématique, c'est pas ça, le problème, c'est que je n'ai pas d'expression pour arc tangente x, ou arc cos x, ou arc sinus x. C'est pour ça qu'on use de stratagèmes, si on peut appeler ça comme ça, enfin en tout cas de formules de Trigo déjà existantes, qui nous permettent en gros de tomber sur des formes qui ont des expressions. Voilà, comme cos de arcos, sin de arcos, toutes ces choses-là, on a des expressions parce qu'on utilise ou sin de arcsin plutôt de façon plus directe, on utilise la réciprocité des fonctions. Alors, donc je disais, avec y égale arc tangente x. Alors d'ailleurs, on va faire comme tout à l'heure, je vais l'appeler 2 étoiles. Donc je vais dire on applique 2 étoiles avec y égale arc tangente x. Et x appartenant à attendez, non, en fait je prends x dans R, je dis n'importe quoi, je prends x dans R, j'allais dire appartenant à moins pi sur 2, pi sur 2. C'est y qui va appartenir à moins pi sur 2, pi sur 2. Voilà. Bon, donc ça ok, pas de souci. Donc, moi je peux en déduire
peut-être que je le fasse, de l'appliquer avant de déduire quelque chose. Donc, si j'applique. Donc, ça donne cos carré de arc tangente x. Et rappelez-vous, nous, on cherche cos de arc tangente x. Donc, on n'est pas très loin du compte. Égale 1 sur 1 plus tangente carrée de arc tangente x. Or, justement, tangente de arc tangente x, on a vu que sans réserve, puisque ça marche pour tout x réel, là, pour le coup, ça fait x. Et là, c'est la même chose, mais au carré. Donc, on peut dire que c'est égal à 1 sur 1 plus x carré. Même conclusion, j'ai deux candidats. Alors, je dis même conclusion, je veux dire même que tout à l'heure, enfin pour les précédents. Hein. Là, je peux en déduire que cos de arc tangente x, si j'enlève donc le carré, c'est égal à soit racine de 1 sur 1 plus x carré, soit moins racine de 1 sur 1 plus x carré. Autrement dit, moins 1 sur racine de 1 plus x carré. Or, c'est là où je commence à en déduire quelque chose. J'ai arc tangente x qui appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. Et donc, le cosinus qui est strictement positif. Donc, ce ne peut être que le premier candidat, là aussi. Donc, d'où cosinus de arc tangente x égale 1 sur racine de 1 plus x carré. Donc, c'est bien ce qu'on avait annoncé. Voilà. Donc, la 3a, c'est fait. Bon, ils sont pas beaux, mes encadrements. J'espère que vous faites mieux sur vos feuilles. Bon, passons. Alors ensuite, donc même, c'est encore autre chose. On va voir, il y a encore une autre petite complication, mais enfin l'idée reste la même. Maintenant, je voudrais sinus de arc tangente x. Or, sinus carré, c'est 1 moins cos carré. Donc on se dit, bon, ce qu'on a fait juste au-dessus, ça va peut-être nous servir quand même. Effectivement, ça va nous servir. Alors, ça c'est le 3D que je vais faire ici. Donc, le 3D, alors je prends encore une fois x appartenant à R. Sinus carré de arc tangente x égale à 1 moins cosinus au carré de arc tangente x. Et lui, on vient de le calculer. Ça, on a vu que ça faisait 1 sur 1 plus x carré d'après le 3c. Donc, je peux en déduire, je mets tout sur le même dénominateur, et donc je peux en déduire que j'ai x au carré sur 1 plus x carré. Donc, je me dis, bon, je suis pas très loin du compte, puisque moi, je veux sinus de arc tangente x. Donc, j'ai plus qu'à réfléchir finalement sur ce que peut donner la racine carrée de ce truc-là. Bon, alors ça va être légèrement plus délicat, parce que justement, alors, arc tangente x est entre moins pi sur 2, pi sur 2, sauf que le sinus de quelque chose qui est entre moins pi sur 2 n'est pas forcément positif ou négatif. On a deux cas. Donc justement, là, on va faire une disjonction de cas. Ce sera plus clair que de faire plein de phrases. Donc on va clairement dire qu'on distingue deux cas. Voilà. Clairement, moi j'ai arc tangente x qui est positif quand x est positif et arc tangente x qui est négatif quand x est négatif. On l'a vu quand on a tracé la courbe. On le voit aussi en faisant la réciprocité avec tangente, puisque c'est déjà le cas justement de la fonction tangente. En fait, elles valent 0 en 0 toutes les deux, et elles sont impaires, et elles sont croissantes. Donc, bon, il n'y a pas 50 possibilités, elle est forcément négative avant 0 et positive après 0. Donc, ce qui serait intéressant, ce serait de distinguer justement x positif, x négatif, pour ces raisons-là. Donc, c'est ce qu'on va faire, justement. Premier cas, si x appartient à R+, donc autrement dit, si x est positif ou nul, alors on a arc tangente x qui est positif. Autrement dit, arc tangente x qui appartient à 0 pi sur 2. Ce qui veut dire que là, le sinus de arc tangente x, dans ce cas-là, on sait que l'angle est entre 0 et pi sur 2, donc le sinus, c'est positif. Donc dans ce cas-là, je peux appliquer la racine en prenant la version positive. Et donc, sinus de arc tangente x, ce que j'ai dit, hein, mais je l'écris,
est positif ou nul. Et donc, je peux encore mettre un donc, hein, sinus de arc tangente x, si je reprends donc cette formule-là, va être égal à la racine de x carré sur racine de 1 plus x carré, et pas moins la racine, hein, puisque justement on a la version positive, ce qui veut dire valeur absolue de x sur racine de 1 plus x carré. Et comme x on l'a pris positif, bah ça fait même x sur 1 plus x carré. Je rappelle que racine de x carré ne vaut pas forcément x, ça vaut valeur absolue de x en fait, hein. Ça ne vaut x que si x est positif. Je le précise quand même à toutes fins utiles. Parce que la racine carrée, justement, est définie dans R comme ayant une seule image. Donc, bon, bah, il a bien fallu qu'on en choisisse une. On a pris l'image positive. Et donc, quand on a x carré, il y a deux façons d'obtenir x carré. C'est avec donc, le x positif au carré ou le x négatif, c'est-à-dire le moins x, hein, si x était positif, au carré. Donc, ça veut dire qu'en théorie, on aurait deux racines possibles, hein. Sauf qu'on a choisi que la positive, donc c'est valeur absolue de x. Bon, bref. Donc, ça nous fait x sur racine de 1 plus x carré. Justement, je vais quand même le préciser, car x est positif. Donc, dans un cas, c'est démontré. Dans l'autre cas, maintenant, si x appartient à R-, alors on a arc tangente x qui appartient cette fois à moins pi sur 2, 0. Et donc, sinus de arc tangente x est négatif cette fois, puisque les angles entre moins pi sur 2 et 0 donnent un sinus négatif, ou nul. Et donc, cette fois-ci, si je reprends la même formule, je vais prendre moins la racine. Donc, moins racine de x carré sur racine de 1 plus x carré. Autrement dit, moins la valeur absolue. Or, comme x est négatif, sa valeur absolue, c'est moins x. Donc, ça me fait moins x, le tout sur racine de 1 plus x carré. Et donc, ça fait bien x sur racine de 1 plus x carré. Donc, dans les deux cas, on arrive finalement à la même formule qui était bien celle annoncée dans notre cours. Voilà. Et on a démontré toutes les formules numéro 3. Donc ça, c'est pas mal. Attendez, je veux voir. Je vous ai carrément enlevé l'écran, pardon. Oui, on en est quand même à 1 heure. Donc j'arrête la vidéo là, mais c'est pas grave. Comme ça, on fait deux vidéos séparées. Même après pour le chargement de la vidéo, c'est plus simple. Donc c'est pas grave, j'arrête là. Et donc je vous en fais une autre après pour la fin de cette partie-là. Et aussi la toute dernière partie qui est un peu plus rapide, hein. Après, il reste à voir ce que ça peut donner pour une fonction à valeur complexe. Bon, on verra que pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas énormément de choses à retenir dans cette partie-là, mais néanmoins, on ne peut pas l'inventer. Donc voilà, on va quand même en dire quelques mots. Bon, ben, je vous laisse du coup sur ce. Je vous remercie pour cette écoute et puis à très bientôt. Et encore une fois, n'hésitez pas à noter vos questions si vous en avez pour qu'on en reparle en présentiel ou par mail. Merci à vous, à très bientôt.